la Bibliothèque nationale de France. Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique. Aujourd'hui, place à la ronde. Bonjour à tous. Pour servir cette ronde du 4 avril, de gauche à droite, vous avez Daniel Levin-Becker, Ian Monk, Marcel Benabou, Hervé Letellier, Valérie Baudouin et moi-même, Olivier Salon. Voilà. Mais sans plus attendre, donnons la parole à Marcel, qui va la donner à un autre oulipien. Exactement. Voilà. Je vais donner la parole, en fait, à Jacques Roubaud, qu'on n'a pas vu depuis longtemps ici, et qui va donc être présent par ses rondeaux. Il a publié, il y a une dizaine d'années, une série de rondeaux, et qu'il présente ainsi. Le rondeau ou rondelle est une forme ancienne de la poésie française, mise à l'honneur entre autres par Charles d'Orléans et Clément Marot. Il doit son nom à la ronde, que l'on dansait en la chantant, car il était chanté à l'origine. Il ne le sera plus au XVe siècle. Le rondeau fonctionne sur 2 rimes et est constitué de la reprise du premier vers ou de mots sonnant de même. Alors, je commence par le rondeau du rhododendron. Le rondeau du rhododendron, composé en octosyllabes, se nommera rhondodendron. De ce mot, je suis le coupable. Une fois bien poli, bien rond, je le mettrai dans mon cartable, le rondeau. Pour le rendre plus présentable, je l'écrirai sur mon plafond, ma boussole, mon astrolabe, et je ferai un colophon, du rondeau. Après quoi, nous avons le rondeau des cygnes d'Angleterre. Les beaux cygnes d'Angleterre, des grands parcs et des rivières appartiennent à la reine. C'est eux qui portent sa traîne au palais de Westminster. Ils ont l'air noble et sévère, un long cou blanc comme laine, ou neige ou d'un noir d'ébène, les beaux cygnes d'Angleterre. Si on leur parle, ils se prennent de répondre pas la... Si on leur parle, ils ne prennent de répondre pas la peine. Tout le monde doit se taire, et c'est pourquoi je préfère les oies qui veillent Big Ben aux beaux cygnes d'Angleterre. Et pour terminer cette première série, donc, rondeau des rivières, empêcherez-vous jamais ces rivières de courir, rivières d'août ou de mai, quand la glace se démet, en avril elles soupirent. Rivières inconsolées, de la pluie laissez-les fuir, l'empêcherez-vous jamais? Vous les regardez partir vers la mer entre les blés, elles traînent des navires, l'empêcherez-vous jamais? On va rester dans le rondeau. Je vais vous lire un rondeau redoublé, qui est aussi une forme classique, mais avec une convolution supplémentaire, inspirée par une découverte récente qu'a fait Ian Monk. Il s'agit du mesure du volailler. Je te laisse expliquer un peu de quoi il s'agit. Bon, tu fais exactement ce que j'ai pas fait, donc est-ce que ça vaut la peine? Je veux dire que... Supposons que oui. Donc c'est le vers alterné de 12 et puis de 14 syllabes qui existait en Angleterre à une certaine époque. Et donc je l'ai un peu transformé en français. Donc ça va faire l'objet d'une BO bientôt. Voilà. Donc c'est exactement ce que tu n'as pas fait, c'est ça? Exactement. Merci de ces précisions très riches et pertinentes. Donc là, il y aura des vers de longueur inégale, à savoir 8 et 10 pieds. On entend parler des beaux jours à d'innombrables miles à la ronde. Mais la mémoire joue des tours, dès que le tonnerre crépite et gronde. Il y a la pelouse qu'il faut qu'entende, l'horloge et son compte à rebours. Partout pourtant, dans ce drôle de monde, on entend parler des beaux jours. Nos gâteaux crament dans nos fours, et malgré cette odeur nauséabonde, le fleuve anodin suit son cours, à d'innombrables miles à la ronde.
On se débrouille à la vie vagabonde et parfois au topinambour. On ne connaît qu'une terre féconde, mais la mémoire joue des tours. On fait farces et calembours, pourvu que la fécondité abonde, mais ose appeler au secours dès que le tonnerre crépite et gronde. On ne rougit pas devant la Joconde et sa belle robe en velours. On ne saurait reconnaître l'immonde, mais à côté, chez les vautours, on entend parler. Merci. Le texte que je vais vous lire est un texte qui a un rapport avec la ronde des années, puisque c'est un texte que j'ai écrit pour les 80 ans d'un ami éditeur qui s'appelle Jean-Loup Chifflet et qui a une maison d'édition qui s'appelle Chifflet et compagnie, manque total d'imagination en termes de dénomination, et qui se concentre sur des textes dits d'humour et qui ne sont pas toujours aussi drôles qu'on pourrait le croire. Donc j'ai écrit pour lui Le Chifflat de Platon, qui est un texte retrouvé dans une amphore commune turque et dont je vais commencer la lecture. C'est un dialogue, comme souvent chez Socrate. Et dans le rôle de l'Oxoméide, j'ai demandé à Daniel de faire le maximum. Je ne sais, l'Oxoméide, quel effet le rire a sur toi, dit Chifflat. Mais il me plaît que la vie se passe en sa compagnie plutôt que dans celle des larmes. C'est de cela aussi que parle Homère, dont le rire est célèbre lorsqu'il dit dans son Odyssée « Dans le malheur, en effet, les mortels vieillissent vite. » Tu parles juste, Chifflat. N'est-il pas vrai, pourtant, comme le dit Protagoras, que le rire est un arrêt momentané du cœur, tant il est exact que nous n'avons point de pitié pour ceux dont nous rions, fussent-ils nous-mêmes, dit Chifflat, tandis que le vent qui soufflait sur l'acropole soulevait le tissu et découvrait ses attributs virils. Il est vrai, dit l'Oxoméide, qui doutait malgré tout que la définition fût de Protagoras, mais ne pouvait se douter pour autant que Chifflat citait Bachelard par anticipation. Et pourtant, par Zeus, sa cruauté ne nous dérange nullement, hein, l'Oxoméide ? Je te l'accorde, Chifflat. Et n'est-il pas vrai, l'Oxoméide, que la phrase, je parle sous le contrôle de Marcel Benabou, Aiter Mouaner, qui signifie dans notre idiome n'a guère de signification, fait malgré tout naître le sourire sur nos lèvres pour la raison qu'elle se traduit dans la langue de la Gaule par ciel mon mari, et que nous nous souvenons que cette phrase apparaît dans leur comédie galante qui parle de l'adultère et qu'elle atteste de l'irruption de l'époux dans la chambre même où se déroule la tromperie. Tu dis vrai, Chifflat. Et il est vrai aussi que cette chose est réjouissante en soi, tout comme l'on rit d'Héphaïstos lorsqu'Aphrodite le trompe avec Arès, car nous savons qu'Aphrodite n'est pas une déesse infidèle, mais qu'elle a eu pour malheur épousé un dieu cocu. Sur ces paroles, Chifflat éclata de rire, de ce rire fabuleux dont parle son disciple Fioretan dans ses prolégomènes au chifflatisme. Et imagine maintenant, l'Oxoméide, que je donne pour titre à un livre « Je n'ai pas encore le titre », ce qui est paradoxal puisque « Je n'ai pas encore le titre » est malgré tout un titre. Tu le reconnaîtras. Je l'avoue, Chifflat. Et que de fait, donc, le livre possède un titre, tout comme choisir un titre définitif, un titre qui serait titre provisoire, dirait en substance que le titre est provisoire, alors qu'en essence, il ne l'est justement pas provisoire. Je ne sais pas si tu me suis, l'Oxoméide. Je te suis, Chifflat, je te suis. Eh bien, que dis-tu de cette idée ? Je dis qu'elle me fait aussi pouffer, Chifflat. Vois. Alors, promenant son regard sur l'Oxoméide, Socrate sourit comme il avait coutume de faire. Par les grâces, ne trouves-tu pas aussi que l'explication extensive que je viens de faire de la raison, de la drôlerie inhérente du titre « Je n'ai pas encore de titre » a été si interminable et si amplifiée qu'à l'issue de cette exégèse, il a été difficile de t'en amuser encore. Je l'avoue, Chifflat, c'était un tantinet chiant. N'est-ce point la preuve qu'il est parfois préférable d'être court plutôt que long et qu'il est nécessaire de poser désormais un terme à ce débat, tant discourir sur le rire est comparable à vouloir examiner les entrailles des grenouilles de la pièce d'Aristophane, car au début, il est vrai que l'on en apprendrait beaucoup sur la nature, mais vrai aussi qu'à la fin, elle serait malgré tout morte, de chez morte. Tu as raison, Chifflat, mais tellement.
Merci. Je vais vous lire un petit conum pour faire revivre cette forme que je ne vais pas expliquer, mais c'est pas grave. Et pour vous montrer aussi que la poésie d'une intensité lyrique terrible n'est pas forcément autobiographique. Pas forcément. Je crois finalement que je préfère les rondes, en me joignant ainsi à un contre-courant qui monte, c'est clair, même dans la presse féminine, sans pour autant remonter tout à fait à l'âge rosâtre de Rubens. Non mais, ne poussons pas le bouchon trop loin. Chez Poussin, par exemple, pas trop loin dans la courbature en chair des rondes, non mais, en me joignant ainsi à un courant pas con qui monte, sans pour autant me démonter tout à fait, penchons sur la nature féminine. En penchant pour la nature féminine, m'envoie me balader bien loin de ce qui était acquis comme un fait dans la courbature en chair des rondes, une géométrie qui descend, qui monte. Oui, mais qu'est-ce que tu crois, mes potas, mais donne-moi cette mathématique féminine, une géomancie qui devine, qui monte, qui m'envoie une balade perchée loin, dans un univers où les droites sont rondes, fin de ce qui est acquis comme un fait. Je ne suis pas un gentil con, en fait. Qu'est-ce que tu crois, putain nommé? Je vis dans un univers où les droites sont rondes, une danse mécanistique féminine. Enfin, je veux aller bien plus loin qu'un lit trop froid quand la température monte. C'est quand un lit froid que la température monte. Je ne suis pas un gentleman, au fait. Allez, j'irai finalement aussi loin que l'âge rosâtre de Rubens, mais que de la chair qui me presse féminine. Je crois que, décidément, je préfère les rondes. En 2012, on fêtait un tricentenaire important. On fêtait le tricentenaire de 1712. Que s'est-il passé comme fait marquant en 1712 ? Je ne vais pas me poser comme devinette, je vais tout de suite donner la réponse. On fêtait les 300 ans de la plantation des tilleuls, de l'allée de tilleuls devant l'abbaye de Noirlac. Voilà. L'abbaye de Noirlac, ça semble un peu abbaye de Souillac, ça sonne Périgord, quelque chose comme ça. Pas du tout. Noirlac se trouve à côté, entre Nevers et Bourges, dans le département du Cher. L'abbaye cistercienne, fondée au XIIe siècle, 1138 probablement, par quelques moines soumis à la terrible règle de Saint-Benoît, est en état excellent, parfait état. C'est un lieu assez sublime qui a été en 2008 transformé en centre culturel de rencontre. Voilà la terminologie officielle. Donc c'est un lieu dédié à l'art, à toutes les formes d'expression artistique. Il y a des concerts dans l'abbaye, mais elle est sublime, vraiment sublime. Et donc on m'a demandé, il y a donc une grosse dizaine d'années, on m'a demandé de fêter ce tricentenaire. Et j'ai choisi comme forme la forme ronde, la forme de la ronde de Schnitzler, c'est-à-dire une pièce de théâtre avec N personnages, et la première scène se passe entre A et B, la deuxième entre B et C, etc., jusqu'à la N-ième N-1 entre N-1 et N, et puis la N-ième qui boucle la ronde entre N et A. Voilà. Et
dans Schnitzler, il y a une relation sexuelle à la fin de chaque épisode, de chaque scène, symbolisée par des pointillés, une ligne de pointillés à charge au metteur en scène de trouver la manière de la montrer, l'évoquer ou de ne pas la montrer. Bien. Alors je fais une ronde pour cette allée de tilleuls. Alors c'est une ligne de tilleuls, pas une allée, c'est une ligne de 29 tilleuls. Et j'ai quand même choisi une forme ronde donc de dialogue entre les différents tilleuls. Bon, il y aurait presque, pour plus d'une heure de lecture, nous lirons 4 scènes de cette ronde qui s'appelle le Conseil des tilleuls. Alors ça c'était quand même une commande, qui disait que tous les 300 ans, les tilleuls doivent, par l'article 1 de la charte du Conseil des tilleuls, doivent se réunir en conseil. Voilà. Donc j'ai imaginé la chose suivante. Alors nous lirons dans le désordre, les scènes 6, 12, 16 et 21. Voici la scène 6 entre Léonie et Calliope. Dites-moi, sœur Calliope, saviez-vous que c'est le jour du Conseil des tilleuls ? Oh, bonne voisine Léonie, j'attendais votre signal. J'étais en train de dessiner, figurez-vous. Des arabesques généreuses dans l'océan céleste. Alors, dites-moi, bonne voisine, le meilleur souvenir de votre vie. Oh, chère Calliope, je vous conterai cela volontiers. Cela fait 300 ans aujourd'hui que je me nomme Léonie. Or, la tante de Marcel Proust, qui adorait les tisanes, demandait à ce que l'on fît venir le tilleul de mes propres branches. Que voulez-vous, c'est ainsi. Elle appréciait tant mes fleurs que, détestant son véritable prénom Eugénie, elle se faisait appeler Léonie. Ainsi, c'est à vous que la tante de Marcel Proust doit son nom de tante Léonie. Comme je vous le dis, sœur Calliope, mais je dirais même plus. Vous vous rappelez sans doute qu'ayant trempé sa madeleine dans la tisane chez sa tante et sentant la madeleine se déliter sur sa langue au contact chaud de ce breuvage délicat, servi dans un admirable service en porcelaine de Noirlac, le petit Marcel sentait remonter en lui des souvenirs anciens. C'est sans doute pour cela que la langue de Proust est délicate et subtile et même fondante, si je puis dire. Ce que l'on sait moins, c'est que la fameuse tisane qui provoquait cette résurgence essentielle n'était autre que le tilleul de mes propres fleurs, des fleurs épanouies, sensibles et généreuses, au suc desquelles les scarabées enivrés venaient s'entrechoquer au temps fort de la journée. N'y voyez aucune forfanterie de ma part, ce n'est pas ma nature, vous le savez bien. Je ne cherche ici au sein du Conseil des tilleuls qu'à rétablir la vérité historique. J'ai entière confiance en vous, tante Léonie. Pardon, sœur Léonie. Et je ne vous sais capable d'aucun mensonge. Pourquoi voudriez-vous, chère Calliope, qu'un tilleul mente ? À propos, bon ami, laissez-moi agiter mon branchage au-dessus du vôtre et vous servir ainsi un petit rafraîchissement. Merci, bonne voisine, merci bien. Vous êtes délicate comme une madeleine, et comme je comprends que le petit Marcel vous ait à son tour apprécié au point de vous immortaliser. Mais je vois que vous vous repliez, et je vais de ce pas poursuivre le conseil avec ma sœur voisine. Alors, le conseil se poursuit avec un dialogue entre Calliope et Éléonore, mais on passe directement un peu plus loin, scène 12, entre Millefeuille et Albus. À la demande de sœur Hildegarde du Lac Noir, je m'en viens vers vous, frère Albus, pour vous rappeler la journée spéciale de notre premier conseil des tilleuls. Ah, la barbe, me voici dérangé. Vous savez que je souffre d'une maladie d'écorce qui me rend irritable. On vous dit grincheux, même ronchon, frère Albus, mais je vous sais de bon tempérament, en dépit de ce qui vous mine le derme. Vous avez raison, Millefeuille, et je vais me plier à votre souhait, et vous demande aussitôt ce qui vous a marqué durant les derniers 300 ans. Eh bien voilà, frère Albus, vous rappelez-vous l'an de grâce 1791 et la période qui le précédait? L'abbaye n'était alors plus occupée que par 6 moines qui vivaient en bonne intelligence dans le confort que leur avait apporté le siècle des Lumières et l'extension de l'abbaye.
Des chambres individuelles boisées, de larges baies vers nous dirigées, une vie monacale certes, mais somme toute assez éloignée de la règle de Saint-Benoît. La bibliothèque était pourvue d'un ravissant petit balcon clos, d'une balustrade en fer forgé du meilleur goût. Le moine qui l'occupait ne manquait pas chaque matin d'épotron-miné de nous saluer généreusement. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le chant en latin qui frappait en cadence nos troncs harmonieux. Oh, frère Millefeuille, on dirait du Lamartine. Lamartine est un plagiaire, mon frère. Que j'aimais ce temps-là, frère Albus. Ô temps, suspends ton vol. Car la Révolution... Oui, j'y repense. Vous savez, c'est... Non, c'est bon, je le dirai après. Pardon. Car la Révolution était en marche, qui réquisitionna l'abbaye et chassa nos 6 moines. Et vous savez bien qu'un seul moine vous manque et tout est dépeuplé. En fait, le vers d'origine, c'est « un seul être me manque et tout est dépeuplé », dont l'auteur réunionnais, le poète réunionnais, dont on a tout oublié, y compris le nom, a été plagié, enfin, a été... Bon, astucieusement, un seul être vous manque, mais bon. Mais enfin, ça vient de, je ne sais plus, il y a 2 prénoms, quelque chose comme Édouard Léonard. Mais voilà, l'arbre est planté par l'homme, en quelque sorte domestiqué, tout comme un animal, et c'est par l'homme qu'il doit être entretenu. Les années qui suivirent furent difficiles, mais nous avons tenu bon. Enfin, presque tous. Avez-vous remarqué, frère Millefeuille, qu'après ce pénible épisode, 6 moineaux s'étaient établis sur mes branches et continuaient de chanter en latin? Comment aurais-je pu l'avoir ignoré? Ils m'ont appris la patience et m'ont appris la confiance, comme en témoigne l'amitié que je vous porte. Mais je vous prie, cher Albus, laissez-moi me recueillir encore et songer aux 6 moines de 1791 et aux 6 moineaux qui les remplacèrent. Scène 16. Oh là, Titus Lierel, m'entendez-vous? Que croyez-vous que je fasse, voisin? Que je sois parti sonner les matines? Je suis tout oui. Alors sachez, Titus Lierel, que nous fêtons aujourd'hui notre tricentenaire. Enfin, je veux dire notre premier tricentenaire. Ma foi, il y a du vrai dans ce que vous dites, et j'avoue que j'étais à 1000 lieues de songer à cela. Aussi, ne suis-je pas censé vous poser certaines questions essentielles? Si fait, si fait. Alors voilà, voisin, je voudrais bien que vous me narriez ce qui vous a frappé durant ces 300 ans immobiles. Cher Titus Lierel, je réponds volontiers à votre légitime interrogation. J'avais 125 ans, c'était en 1837. Ça ne nous rajeunit pas. Écoutez donc plutôt, puisque vous l'avez oublié. En 1837, un homme fort élégant, l'air malicieux et le front large, vint visiter l'abbaye. Nous ne sûmes que beaucoup plus tard ses intentions. Il s'avança vers nous, nous regarda, nous inspecta et parut satisfait. Et précisément, il s'adossa à mon tronc et ouvrit un cahier. Les pages en étaient emplies d'une belle calligraphie. Il s'agissait probablement d'une nouvelle, et l'homme devait être écrivain. Quoiqu'il en eût déjà fait le brouillon, il n'en était pas pleinement satisfait. Il cherchait le lieu idoine pour parfaire sa nouvelle, et nous avait trouvé. Plus précisément, veuillez pardonner mon immodestie, il m'avait trouvé. C'est étrange, tout ceci m'est complètement sorti des branches. C'est bien normal. L'homme passa du temps à mon tronc adossé. Il corrigea ses écrits, le soleil inclinait ses rayons, c'était l'heure tranquille où les moines vont boire. Notre homme lut enfin sa prose. J'avais l'impression que c'est à moi qu'il s'adressait. Il parlait à voix basse, mais je l'entendais parfaitement. Ah, s'il marmonnait, il est bien normal que je ne l'ai point entendu. Et alors, qui était-ce, voisin? Cet homme qui avait écrit en puisant sa sève à mon tronc, c'était Prosper Mérimée. Et la nouvelle qu'il avait parachevée de la sorte avait pour titre La Vénus d'Île, une superbe histoire avec un soupçon de fantastique, une nouvelle qui fit frémir mes branches et me donna la chair de bouleau. Vous m'en direz tant, quel beau souvenir. Mes chers amis, je vous laisse et m'en vais de ce pas interroger ma voisine, Euthyle de la Lay. Scène 21, enfin.
Dites, frère Malte, je viens d'entendre votre conversation avec Philibert. Aussi, pour honorer le conseil des tilleuls, vous demandais-je ici... Ce qui m'a marqué, sœur Merenwen, vous souvenez-vous des anciens vitraux de l'abbaye? Assurément oui. Alors, je vous le dis sans préambule, les nouveaux vitraux de l'abbaye ont modifié la perception que j'ai d'elle. Les nouveaux vitraux? C'était en 1977, n'est-ce pas? En 1977, parfaitement, de nouveaux vitraux ont été commandés à Jean-Pierre Reynaud. Jean-Pierre Reynaud, le spécialiste des pots de fleurs, cependant des pots de fleurs géants? Et Jean-Pierre Reynaud a conçu des vitraux sans couleur pour privilégier la couleur naturelle de la lumière dans la pierre blanche de Noirlac. Donc des vitraux transparents de petits rectangles blancs. N'est-il pas étrange de commander des vitraux à un artiste qui vit dans un bunker entièrement carrelé de blanc et surtout sans la moindre fenêtre? Il ne m'appartient pas de me prononcer sur ce choix, sœur Merenwen. Toujours est-il que ces vitraux transparents ont fait retrouver une lumière ardente à notre abbaye et que cette lumière rejaillit sur nous. Voilà ce à quoi je suis sensible et qui m'a marqué. Pouvez-vous à votre tour continuer à tenir conseil auprès de votre frère Blacklake? J'y cours de ce pas, cher Malte. Voilà. Bon, et ça continue ainsi. Et la dernière scène, entre la 29, a lieu entre Héraclès et Émile Branche, le premier. Et c'est par le truchement d'une abeille que tous les deux correspondent. Voilà. Je vais vous lire un petit pastiche en hommage à un grand compositeur japonais qui nous a quittés en fin mars. Ryuichi Sakamoto n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son Casio marquait minuit 23. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son futon, s'appuyant sur son coussin. Il ouvrit son ordi, cliqua sur Spotify. Il lança son playback, mais il n'y saisissait qu'un fouillis confus, vrillant en chaos tantôt hâtif, tantôt sans but. Il butait à tout instant sur un son dont il ignorait l'attrait. Il abandonna son laptop sur son futon. Il mit son chausson, puis son compagnon. Il alla à son lavabo. Il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son pouls battait trop fort. Tout battait trop fort. Il glissa son shoji. Il scruta la nuit. Il faisait doux. Un bruit indistinct montait du faubourg. Un carillon, plus lourd qu'un glas, plus sourd qu'un tocsin, plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna 3 coups. De Sumida voisin, un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait. Il avait soif, mais pas pour un boisson. Pourtant, il ouvrit son frigo mural, où gisait un amas d'alcool indistinct. 3 Sapporo, un Kirin, un Yuzushu, jouxtant un trio d'insignifiants pots d'additifs piquants. Poussant du doigt sous un flacon d'Asahi Dry, il constata qu'un rabiot gluant avait sali un tronçon horizontal du frigo. Il s'agissait d'un halo, par-ci indigo, par-là safran, ni du miso, ni du ponzu, mais plutôt un limon obscur, gras, troublant. Il s'approcha, voulant l'assainir d'un coup vif, mais l'ingrat rogaton s'obstina. Il prit du lait froid, il but un grand bol. Il s'apaisait. Il s'assit sur son tatami. Il rouvrit son ordi pour parcourir son journal d'un air distrait. Il alluma un joint qu'il fuma jusqu'au bout, quoiqu'il trouvât son parfum grinçant. Il toussa. Il mit un playlist. Un rap marocain fut suivi d'un bossa nova, puis un mazurka, puis un zouk, puis un italo-disco mis à la notation Jianpu. Dua Lipa chanta du Gainsbourg. Bad Bunny massacrait un madrigal d'Aragon. Taylor Swift soufflait un air d'Oklahoma. Puff Daddy pastichait Diana Ross. Amadou salmodiait sans Mariam. Troublant, bruyant, mais surtout trop vif, trop staccato, trop fort. Il dut s'assoupir un instant car il sursauta soudain. Un podcast annonçait « Voici nos informations ». Il n'y avait aucun fait important.
À Washington, on tirait sur la BMW d'Anthony Fauci. À Kalamata, Kyriakos Mitsotakis faisait savoir qu'il allait bâtir un mur. À Strasbourg, Macron proposait aux syndicats l'organisation d'un statu quo social, mais faisait chou blanc. Au Burkina Faso, conflit raciaux. À Bakhmut, on parlait confrontation. Un typhon s'abattait sur l'Illinois, tandis qu'un ouragan au joli surnom d'Irina s'annonçait sur Maspalomas, dont on rapatriait tout habitant aussi nanti qu'il fallait. On poursuivit. Big ups à nos sponsors, Yamaha, Mitsubishi, Daihatsu, Lidl, MailChimp. Il clôt son ordi. Il s'accroupit sur son tatami, prit son inspiration, fit 5 ou 6 tractions, mais il fatigua trop tôt. Toujours trop tôt. Un long instant d'inaction. Soudain, il surgit, fit 10 pas, croisa son studio, puis s'assit à son piano, fixant d'un air là la partition qui crayonnait parfois la nuit. Il y vit un clos pas tout à fait rond, cousu, sans trait ni horizontal ni montant. On aurait dit un grand O d'un guingois profond, ou alors un nul, soit 3 moins 3, soit 3 fois aucun. Ou, noir sur blanc, imbu d'air, surgissant d'un brouillard cristallin, l'hautain portrait d'un roi qui dormait. Ou, un court instant, l'apparition d'un croquis approximatif, insatisfaisant, pourtant au contour vif, un truc pondu par un canard couchant. Ou, s'imposant soudain, la figuration d'un bourdon au vol lourd, l'adoucissant son d'un bourdon au loin, un bourdon signalant aux marins où sortir du brouillard, un son obtus sans articulation, un son blanc mais à la fois noir, un son long qui continuait, qui survivrait, qui saurait souillir sans mollir, sans faiblir, un son quasi sans fin, son son à lui. Merci. Alors, je continue la lecture des rondeaux de Jacques Roubaud. Rondeau des libellules. Les libellules font la ronde et dansent au-dessus des eaux. En battant des ailes, il faut frapper ensemble, c'est si beau, quand l'une et l'autre se rependent. Leur maîtresse est une fée blonde qui les a fait se lever tôt. Le soleil réchauffe le monde, les libellules font la ronde. Mais la petite Rosemonde et sa copine Cunégonde pouffent de rire et font tout faux. Leur institutrice les gronde, ces libellules. Le rondeau du potiron. Le rondeau du potiron s'appelle potirondeau. 40 courges en rond chantent derrière son dos, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Attendent-elles Godot pour danser avec leur biron, le rondeau? Épatés sont les badauds, chavirés les avirons, empotés nous papotons, tous ensemble admirons le rondeau du potiron. Il y a le rondeau de l'orthographe, mais il faudrait le publier, il faudrait le projeter. Rondeau de la guerre de 100 ans. Vous partez, chevalier? Pourquoi? Mais pour la guerre de 100 ans. Ça vous fera bien 120 mois, sans retourner en Vendômois, où votre épouse vous attend. Elle vous attend sans émoi, écartant tous ses prétendants, filant, jouant au jeu de loi. Vous partez, chevalier, pourquoi? Les années passent, s'il fait froid. Votre épouse a les cheveux blancs, ses os brinque-balles, sa voix se casse toujours, elle attend. Mais pourquoi, chevalier, pourquoi? Il y en aura encore 3 autres après. Un rapport lointain avec la ronde, mais c'est toujours un work in progress, donc je continue à publier des comptes liquides. L'organisation d'entraide des alcooliques anonymes s'inquiète depuis 2001 de la concurrence grandissante d'un groupe, les anonymes alcooliques, qui réunit des individus tombés dans ce fléau qu'est l'alcoolisme parce que personne ne les connaît. Les chercheurs du Nuremberg Sexualität Institut ont prouvé que l'une des rares phrases à permettre la fusion du point G et du point Godwin
et la déclaration « Si ça se trouve, Hitler était un bon coup ». Lorsque l'explorateur Klaus Bergen, 1926-2002, découvrit la tribu des Akubakas, Guinée, il s'aperçut qu'elle ignorait le concept de jeu, puis qu'elle ignorait aussi le concept de travail. Il constata, après 30 ans de vie au quotidien, qu'elle ignorait aussi le concept de concept. C'est au menuisier berlinois Julius Hoffendorf, 1803-1855, que l'on doit l'invention de la porte-fenêtre, allemand Fenstertür. Coïncidence amusante, c'est à son fils Otto, 1823-1875, que nous devons, après la disparition tragique et accidentelle de son père le 5 mai 1855, celle de la rambarde, allemand Geländer. Le département de psychologie appliquée de l'hôpital de Poitiers, France, a démontré en janvier 1965 que pour lutter contre une hypocondrie croissante chez un patient, il suffit de lui donner un placebo plus puissant. Le 18 mars 1997, un procès opposa à Samuel Philby, 38 ans, squatteur du 13 Smithson Street, Hampstead, Royaume-Uni, à Herbert Winston, 28 ans, qui, durant l'absence du premier, avait squatté le même appartement. La justice donna raison au second, le plus récemment entré dans les lieux, profitant d'une courte absence du premier. Hélas, Herbert Winston, à son retour du procès qui dura 12 heures, eut la désagréable surprise de retrouver son appartement squatté par Edward Blake, 43 ans. Il fallut attendre 80 ans entre l'invention du snooze button, ce petit bouton sur le réveil qui repousse de quelques minutes l'heure du lever, et celle du Plum Day button. C'est en effet en juin 2035 que Samuel Freeler conçut ce bouton, Plum Day, Please One More Day, qui permet de décaler d'un petit jour l'instant fatal. En 1923, le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, postulait que le psychisme était constitué de 3 instances. Le ça, S, le moi, ich, et le surmoi, über-ich. On s'interroge encore sur la raison de l'élimination des concepts pourtant subtils du sous-moi, unter-ich, et du sans-moi, ohne-ich. Ce n'est qu'après plusieurs tentatives de dénomination infructueuses, parabole du terrier, métaphore de la grotte, catacrèse de la tanière, que le philosophe grec Platon se résigna, pressé par le temps, à une approximation qu'il jugeait pourtant médiocre de son allégorie célèbre et la baptisa minablement mythe de la caverne. C'est avec stupéfaction qu'en février 1956, les chercheurs du département de probabilité de Ginsberg, RDA, ont découvert que le résultat statistique le plus rare était exactement 23,7%. C'est en mars 1923 que Karl Elsener, l'inventeur du fameux couteau militaire suisse, dont la caractéristique est de rassembler plusieurs lames dans un seul manche, le nombre maximal de lames est de 87 pour 141 fonctions, eut l'idée d'un nouveau couteau révolutionnaire qui comporte jusqu'à 34 manches pour une seule lame. Les chercheurs du Dublin Botanical Center ont démontré en octobre 1966 que lorsqu'on cherche un trèfle à 4 feuilles, un trèfle sur 10 000, censé porter bonheur, on trouve parfois par malchance un trèfle à 5 feuilles. L'Institut Jacques Lacan, Paris, a démontré en 1974 que non seulement une personne sur 3 est paranoïaque, mais aussi que les 2 autres la surveillent étroitement. Les théologiens du Vatican Institute for Faith, ont démontré que si, Apocalypse de Saint Jean, le nombre de la bête est 666, alors 333 est le nombre de la bébête. Les chercheurs du Darwin Institute, Utah, ont prouvé en octobre 1960 que si les animaux des grottes aux yeux atrophiés, tritons, salamandres, etc., sont aveugles, c'est moins en raison de l'absence de lumière que parce qu'il n'y a rien à voir. Le département de linguistique de Vienne a identifié en mars 1949 une phobie nouvelle, l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie, qui est la peur des mots trop longs.
Le traducteur Bernard Höfner, enfin, 1948-2017, en traduisant l'expression anglaise « la paille qui brise le dos du chameau » par son équivalent français « la goutte d'eau qui fait déborder le vase », a trouvé par sérendipité que cette même paille qui brise le dos du chameau pourrait justement permettre d'aspirer la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais vous lire des extraits de La Ronde avec l'Algo, un petit nombre d'extraits puisque l'heure a tourné, la première rencontre et ensuite quelques épisodes. Elle ne se souvient pas de ce moment précis où tout a commencé. Elle ne le voyait pas, mais il œuvrait déjà. Tapi, il l'observait. Un jour, il lui a parlé. Il est sorti de l'ombre et lui a dit « Souvenez-vous ». Elle n'a pas résisté, elle s'est approchée. Là, il l'a invitée à regarder l'image. Elles étaient deux danseuses, l'une penchée sur l'autre, en équilibre instable. Elle s'est souvenue du spectacle monté et des longues répétitions. « Un aperçu du passé », lui a-t-il dit. « Merci. » Elle l'a trouvé gonflée, pas correcte de fouiller dans tous les souvenirs et d'envoyer, comme ça, une photo qui va agiter le passé. Lui, il se plaît au jeu, offre d'autres images, et puis avec son style un peu brutal, lui dit « C'est tout pour aujourd'hui, revenez demain ». Elle est déçue, c'est fini. Donc en réunion à l'Oulipo, je me suis émue que notre mémoire soit guidée par des algorithmes, puisque chaque jour, nos téléphones nous proposent quelques souvenirs du passé, les uns après les autres. Et plutôt que de résister, Frédéric Fortet m'a recommandé de transformer cette contrainte en opportunité. Et donc, jour après jour, depuis 3 mois, je regarde les images que me propose mon téléphone et je décris ces images. Et je parle avec l'algo. 17 décembre. Souvenez-vous, un aperçu du passé. De profil, la sculpture verte d'une femme courbée sur sa douleur tient dans sa main une tête inclinée. 21 décembre. Dimanche. Le dessus fleuri de la tombe de Varda et Demi. Comme un jardin sauvage et ombragé, une chambre à soi. 27 décembre. Je le fais tous les jours, mais là je saute. Vous vous souvenez de cette journée ? Une main saisit un marron chaud dans un cornet en papier journal. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez demain pour découvrir d'autres souvenirs. 5 janvier. Revivez l'instant. Le champ de Mars recouvert d'herbes folles, de petits groupes répartis dans les herbes hautes, au loin la tour Eiffel, derrière le soleil couchant. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez demain pour découvrir d'autres souvenirs. 8 janvier. Le chantier. Face à l'école, la boue, les sacs de pavés, la terre, les arbres plantés. Malheureux dans cette terre artificielle. 16 janvier. Les sols pavés, pierres irrégulières aux couleurs chaudes et contrastées. Le mur dans la nuit, hauteur immense. Les corps petits avancent de gauche à droite, introduisent des papiers entre les pierres. Les hommes dansent une ronde dans la nuit. 21 janvier. D'énormes sacs blancs alignés sur le chantier, des grues, du béton, de la terre retournée. Le chantier devant l'école, les pavés, les arbrisseaux tout isolés, les arbres plantés loin les uns des autres, la grosse machine de chantier, la terre et les pavés. 26 janvier. Un pain pas très beau, une photo mal cadrée. Pourquoi l'algo l'a-t-il choisi ? 5 février. Trop tard, j'ai ouvert mon téléphone à 23h59, le passage à minuit sous mes yeux et les images suggérées aujourd'hui,
que je n'avais pas eu le temps de regarder ont été remplacées par celles du 6 février 2023. La tombe de Varda est demie au cimetière du Montparnasse, couverte de bouquets, pommes de pin, pommes de terre, pour elle qui vient de mourir, un abri doux avec son arc de plantes pour l'éternité. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez demain pour découvrir d'autres souvenirs. 17 février, revivez l'instant. De profil, la sculpture d'une femme, assise, tête penchée en avant, front posé sur sa main, accoudée sur son genou. Elle repose sur une tombe entourée d'arbres et d'autres tombes. C'est tout pour aujourd'hui. 26 avril, il y a 3 ans. Jeunes femmes orthodoxes à distance du mur, avec leurs collants beige épais, leurs chaussures plates, leurs jupes aux genoux. Les pavés aux couleurs chaudes, le mur immense, long et à son pied, les petits hommes en noir qui s'agitent. Le chant et la danse en rond des orthodoxes. Ce 27 février, vous vous souvenez cette journée ? C'est la nuit le long de la Seine. On y voit le quai d'en face, presque désert, le mur de pierre beige, les éclairages et le mur qui se reflète dans l'eau. Comme je regarde scrupuleusement tout ce qu'il me propose, il se voit toujours conforté dans ses choix et cesse d'explorer pour me proposer à nouveau ce qu'il croit que j'aime, puisque méthodiquement je regarde ses propositions. La boucle sans fin. La boucle est bouclée. Oui, donc maintenant je vais vous lire la ronde d'Arras, écrite quand j'étais en résidence avec les amis libyens à Arras. Et vous savez ce que c'est que le potch-vlech? Oui. C'est un plat du nord de la France composé de plusieurs viandes froides, blanches en général, du lapin, du poulet, du veau, etc. C'est très bon. Donc de la gelée, ça se mange froid comme ça. En général avec des frites et de la salade. La gastronomie française, quoi. C'est bien. Potch-vlech d'Arras, tu manges un jour à Arras, tu dégustes là maintenant à Arras, tu croques le poulet d'Arras, tu mâchouilles le lapin d'Arras, tu suçotes le porc d'Arras, tu savores la gélatine d'Arras, tu vides la moelle d'Arras ce soir, tu laisses à Arras ses frites trop molles d'Arras, tu oublies la salade d'Arras, trop flasque comme du pot-à-mot d'Arras ce soir. Une andouillette d'Arras, tu explores les tripes d'Arras, tu coupes la peau d'Arras, elle cède la peau d'Arras, tu farfouilles le boyau d'Arras, tu enfourches le tuyau d'Arras ce soir, tu savores d'Arras, sa saveur de mort à Arras, des bêtes saignées et vidées d'Arras, l'assiette ce soir à Arras, le sang qui coule à Arras, comme corne qui pisse à Arras, comme ailleurs. Les moules d'Arras. Ce midi, elle glisse à Arras, tu vois, au gosier d'Arras là-bas. Elle chatouille à Arras les tripes des bouffeurs à Arras. Ici même, les moules d'Arras sculptent le désir tu d'Arras. Les frites érigent simplement à Arras. Le désir dit là à Arras ce midi. Elle glisse à Arras le sel de mer à Arras, dans ta bouche splendide à Arras devant moi. Encore à Arras. Il y a des clients à Arras, les papilles des déjeuneurs à Arras, là-bas, le vin à Arras, blanc comme les huîtres à Arras, vert comme les yeux à Arras, devant moi ce midi à Arras, devant moi ce soir à Arras, alors que la bourgeoisie d'Arras se couche silencieusement calme à Arras, comme partout ailleurs donc à Arras, on dort bêtement calme à Arras cette nuit. Les filles d'Arras sont beautés en marchant à Arras, vers quoi, vers toi à Arras, vers moi, espérons quoi à Arras. Par exemple, toi là à Arras, moi là, qui passons à Arras, comme flèches qui fusent à Arras. Vers quoi, l'éternité à Arras, par exemple. Ta gueule à Arras, tu crois simplement bêtement à Arras. Pouvoir savoir la voix à Arras. Aujourd'hui, là, oui à Arras, ah oui.
Ça drague, Arras, là, devant toi, Arras. Ici-bas, ça drague, Arras. En dansant devant moi, Arras, là, ça parlotte, Arras. Aux oreilles qui traînent, Arras. Yeux bovins devant toi, Arras. Yeux qui disent viens, Arras, qui disent tombe, Arras. Dans mes gestes caressants, Arras. Dans mes yeux qui, Arras, disent oui. La bière, Arras. Ce matin, un verre d'Arras, on manque la lumière d'Arras, senti franchement ce matin à Arras, en octobre, alors qu'Arras, les gens courent, vaquent à Arras, la vie continue à Arras, la vie court, klaxonne à Arras, la vie ignore tout d'Arras, sauf la position géographique d'Arras, droit devant les yeux Arras, juste là, je bois Arras, mon arageoise. La boîte à Arras cette nuit, on danse à Arras cette nuit, on oublie à Arras avec toi la nuit d'Arras. Peu importe, on oublie à Arras, toi, moi, nous, tout d'Arras. On oublie tout, puis à Arras, on tourne encore à Arras. On gigote, on sort à Arras. Et sur les trottoirs d'Arras, la pluie scintille jaune à Arras, sur le réverbère d'Arras ce matin. Ça grouille à Arras, mine de rien, oui, à Arras. On veut du tout à Arras. On demande la vie à Arras. On exige tout ce qu'Arras s'est donné. Ses tripes d'Arras, par exemple, sa gueule d'Arras, ben évidemment, et tout d'Arras, et n'importe quoi d'Arras. Tu bouges ton corps à Arras, parmi les autres corps à Arras. Tu respires bêtement, normalement, d'Arras comme tout. Les pavés d'Arras glissent sur les pieds d'Arras, faufilent sous tes pieds d'Arras. Devant toi qui glisse Arras comme enfant, les places d'Arras s'étirent amplement là Arras, comme le jour ici Arras. Nique tes yeux fatigués Arras, endorsis confortablement Arras, nommé chouette putain Arras, alors que les SDF d'Arras s'allongent par terre à Arras comme ailleurs. La gare d'Arras t'accueille à nouveau Arras, avec le charme discret d'Arras, son bar vraiment potable Arras, son panorama de ville d'Arras s'étale devant toi, et Arras t'accueille à nouveau, et Arras t'aspire à nouveau, en Arras pour causer quoi encore d'Arras, pour dire tout ceci d'Arras, alors que les trains d'Arras partent comme les flèches d'Arras partout ailleurs. Là encore, à Arras, je remange ce soir à Arras, je redéguste là encore à Arras, et encore le blanc d'Arras, le poulet, la chair d'Arras, du lapin, les tendons d'Arras, du porc, la mollesse d'Arras, de gélatine, les éclats d'Arras ce soir, de gelée d'Arras, scintille sur les lumières d'Arras, j'oublie les gens d'Arras, comme toi, et suçote à Arras, poche, flèche. Je me suis amusé dernièrement à faire un poème dans lequel chaque vers serait une ronde, c'est-à-dire en faisant commencer chaque vers ailleurs qu'au début et en essayant de maintenir un minimum de sens. Ça marche évidemment pas pour tous les poèmes et il reste discutable si ça marche pour celui-ci que j'intitule Duval le dormeur. Une rivière, c'est un trou de verdure où chante aux airs des haillons, accrochant follement le soleil, de la montagne fière d'argent, ou un petit val qui mousse de rayons, lui. C'est ouverte, tête nue, un soldat jeune, bouche baignant dans le frais cresson bleu, et la nuque sous la noue, dort. Il est étendu dans l'herbe, où la lumière pleut, pâle dans son lit vert dans les glaïeuls. Il dort, souriant comme les pieds. Un somme sourirait, un enfant malade, il fait froid. Nature berce le chaudement, il a sa narine. Les parfums ne font pas frissonner la main sur sa poitrine. Il dort dans le soleil, au côté droit, tranquille. Il a 2 trous rouges. Bon, c'est pas grave, on peut arrêter là. Mais... Eh bien, ainsi s'achève. Vous n'aurez pas les 3 derniers rondeaux de Roubaud. Donne-nous le meilleur des 3, le plus agréable des 3.
Alors, le rondeau de la dernière goutte de pluie. Voilà. La dernière goutte de pluie, c'est elle qu'elle est la dernière. Elle se hâte vers la terre, derrière elle le soleil luit. Déjà les grands arbres s'essuient pendant qu'elle tombe légère, la dernière goutte de pluie. Au creux d'une feuille de buis qui l'abrite de la lumière, elle s'évapore sans bruit, la dernière goutte de pluie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.